Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la campagne électorale pour les législatives du 6 mars se poursuit en Côte d'Ivoire. Élection que l'opposition a décidé de ne pas boycotter, de quoi susciter l'intérêt des populations. L'opposant tchadien Saleh Kebzabo a annoncé le 1er mars la suspension de sa participation au processus électoral du 11 avril 2021. Il dénonce une militarisation évidente du climat politique suite aux violents affrontements qui se sont déroulés au domicile du candidat Yaya Dillo. Et puis, le FMI met en garde la Tunisie au sujet du poids de la masse salariale du secteur public qui a atteint 17,6% du PIB national, niveau qui continue d'inquiéter les partenaires du pays. Mais tout d'abord, un nouvel épisode de violence à Bangui, capitale centrafricaine, a fait 1 mort et 6 blessés ce mardi 2 mars. Selon les médias locaux, un affrontement entre 2 groupes miliciens d'autodéfense au quartier Ramandji serait à l'origine de ces violences qui interviennent alors que la campagne électorale pour les élections législatives partielles du 14 mars prochain est en cours. Certains députés ont réclamé une session extraordinaire qui fasse le point sur le plan de sécurisation des élections. Ce samedi 6 mars, les électeurs ivoiriens iront aux urnes pour élire leurs députés. La campagne électorale qui a débuté le 26 février dernier bat son plein pour ce scrutin législatif auquel l'opposition a décidé de prendre part après avoir boycotté l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il va sans dire que la ferveur dans les deux camps est palpable sur le terrain. Reportage de notre correspondant Olivier Diacotan. En Côte d'Ivoire, contrairement à la présidentielle de 2020, les législatives du 6 mars 2021 suscitent un engouement chez les partisans du pouvoir comme de l'opposition à Abidjan. Que ce soit à Yopougon, fief des pro-Gbagbo, ou à Abobo, acquis au parti au pouvoir RHDP, les populations montrent un intérêt pour ces élections. On les retrouve aux différentes activités comme les meetings, caravanes et bien d'autres. Bon, la campagne se déroule très bien, je vis ça tranquille. Il y a de l'ambiance, on s'amuse. Donc, il n'y a rien à dire. Nous sommes heureux de rentrer dans la campagne législative. Voilà, pour nous sortir nos représentants à l'hémicycle qui vont dépendre la voix de surtout nos parents. La ferveur des législatives est aussi effective dans les contrées reculées du pays. Dans ce village, par exemple, la campagne a l'allure festive. Les enfants, les jeunes, les adultes et même les personnes du 3e âge sont au rendez-vous. Ici, tous saluent la maturité politique des candidats de leur zone. Ils n'ont jamais agressé quelqu'un, ils n'ont jamais dit que lui-là, ce n'est pas un bon type pour qu'il soit candidat. Non. Chacun parle de son projet, mais ils n'ont jamais attaqué leurs adversaires. L'élection n'est pas une guerre. Tout le monde a apaisé, tout le monde est prêt pour les élections. Il n'y a plus de peur. Ouverte le 26 février, la campagne électorale pour les législatives du 6 mars prend fin le 4 mars 2021. 255 députés sollicitent dans ce sens les suffrages de 7,5 millions d'électeurs. Également dans l'actualité, l'explosion d'une mine artisanale au passage d'une ambulance mardi 2 mars dans le nord du Burkina Faso a fait 6 morts, dont une femme enceinte et une fillette, selon un nouveau bilan du gouvernement annoncé ce mercredi 3 mars. Un précédent bilan faisait état de 4 morts, dont une femme enceinte décédée dans le véhicule qui a complètement été soufflé par l'explosion. Comme ses voisins du Sahel, le Mali et le Niger, le Burkina Faso est confronté à des attaques djihadistes, en particulier dans ces régions du nord et de l'est, qui ont fait plus de 1200 morts et 1 million de déplacés depuis 2015. Saleh Kebzabo retire sa candidature au scrutin présidentiel du 11 avril au Tchad. Le président de l'UNDR dénonce les violences survenues au domicile de Yaya Dillo Bechi, candidat à l'élection présidentielle. Incident qui a fait des victimes et qui, selon lui, aurait impacté négativement le processus électoral en cours. Joël Ballot. Nouveau coup de tonnerre dans la course à la présidentielle du 11 avril 2021 au Tchad. Saleh Kebzabo, le principal candidat de l'opposition, se retire du processus électoral. Cette décision est la résultante du refus du gouvernement tchadien d'effectuer le remboursement de ses frais de campagne lors de la précédente élection, mais aussi elle intervient au lendemain d'une tentative d'arrestation d'un autre candidat de l'opposition qui a tourné en affrontement faisant 2 morts.
En 25 années d'élection au Tchad, on n'a jamais connu un incident d'une telle ampleur, d'une telle gravité, et dont le principal responsable est l'État, parce que ce sont des troupes de la présidence qui sont allées au domicile d'un candidat pour tenter de l'assassiner. Ça, c'est vraiment plus fort que tout. Face à ce climat d'insécurité, le parti de Saleh Kebzabo, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, décide de se retirer de la course à la présidence. Il accuse le gouvernement de recourir à la violence pour intimider ses rivaux et avoir gain de cause. Pour lui, cette élection qu'il qualifie de mascarade déguisée est un signe patent que le pays se dirige vers une élection masquée. On ne peut pas aller à une élection contre un pouvoir en place avec une opposition déjà divisée, en manque d'alternatives, de propositions cohérentes pouvant justifier le départ aujourd'hui d'Idriss Déby. Donc la question de l'insécurité avec la dernière attaque au domicile de Yaya Dilo n'est qu'un prétexte. En réalité, Saleh Kebzabo le sait très bien que l'opposition tchadienne ne pourra jamais gagner ces élections tant que l'architecture électorale actuelle est en place au Tchad. En rappel, Saleh Kebzabo est reconnu comme l'opposant historique au Tchad pour avoir participé à 4 reprises aux élections présidentielles contre le président actuel Idriss Déby Itno. Deuxième de la présidentielle en 2016 avec 12,8% des voix, il avait annoncé le 12 février sa candidature pour le scrutin du 11 avril 2021. Malgré la crise économique accentuée par la pandémie de coronavirus, le gouvernement tunisien a continué à embaucher du personnel dans la fonction publique. Résultat des courses, une masse salariale qui a atteint 17,6% du PIB. Certes, 40% des nouvelles embauches effectuées par l'État en 2020 étaient destinées au secteur de la santé, mais cette situation n'arrange plus les finances publiques. Le FMI tire la sonnette d'alarme. Samantha Sabiro. Selon un document publié par le Fonds monétaire international sur la situation économique de la Tunisie, la masse salariale de la fonction publique a atteint 17,6% du produit intérieur brut. Au total, 40% des nouvelles embauches effectuées par l'État en 2020 l'ont été dans le secteur de la santé. En effet, la masse salariale de la fonction publique tunisienne est actuellement l'une des plus élevées au monde par rapport à son PIB. D'après le FMI, cette hausse est en partie due à la pandémie du Covid-19 qui a augmenté les besoins urgents du pays dans les secteurs sanitaires, poussant ainsi les autorités à engager plus de personnel. La hausse de la masse salariale effectuée par la Tunisie se justifie pleinement et ça a été validé par les autorités du FMI qui considèrent qu'à l'heure actuelle, le plus important, c'est de sauver les vies. Or, le système de santé tunisien a été fortement impacté par la pandémie du Covid-19 et donc il est tout à fait normal que les autorités cherchent à renforcer ce domaine-là. Ces nouvelles embauches qui ont pu être nécessaires pour faire face à la pandémie n'arrangent plus les finances publiques de la Tunisie qui sont déjà sous double contrainte d'un déficit budgétaire important, 11,5% hors dons, et d'une dette publique en hausse. Le taux de chômage a en effet augmenté, atteignant ainsi 17,4% au cours du 4e trimestre 2020. Une partie de cette augmentation de la masse salariale a été aussi accompagnée par une diminution d'un certain nombre d'investissements et de subventions qui étaient accordées par l'État. Il est clair que c'est une sorte de politique de quoi qu'il en coûte, mais elle ne pourra pas se faire ad vitam aeternam, d'autant plus que, en fait, d'une manière générale, sur quoi comptent les États pour essayer de résorber ces augmentations. Afin de remédier à cette situation, le ministre des Finances, Ali Kouli, a exprimé l'intention de son gouvernement d'obtenir un nouveau financement de l'Institut financier international. Pour obtenir ce financement supplémentaire, l'État tunisien devra essayer de stopper l'évolution du chômage et de la dette et de réduire sa masse salariale. Désormais, à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala s'est déjà mise au travail. Elle est arrivée le 1er mars à Genève, au siège de l'institution, premier jour d'un mandat historique à la direction de l'OMC, confrontée à d'énormes défis dans le contexte actuel marqué par une crise économique et sanitaire mondiale. Marine Tolo. La nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, la Nigérienne Okonjo-Iweala, a officiellement pris fonction le 1er mars. À son arrivée à Genève, la nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, première femme et première africaine à ce poste, s'est dit privilégiée d'être là. J'entre dans l'une des institutions les plus importantes du monde et nous avons beaucoup de travail à faire. Je me sens prête à commencer. Prioritairement, Okonjo-Iweala souhaite pouvoir conclure l'accord sur la réduction des subventions à la pêche cette année après 20 ans de négociations sans aboutissement.
La raison pour laquelle les différentes conventions sur la pêche n'ont pas évolué, elle est tout à fait simple. Comme vous le savez très bien, ce ne sont pas les pays du tiers-monde ou les pays sous-développés qui vont pêcher dans les eaux des pays développés, c'est l'inverse. Et donc, tant que les règles sont floues, tant qu'elles ne sont pas très strictes, tant que les compensations par rapport aux détenteurs des eaux dans lesquelles la pêche est organisée ne sont pas en mesure de réclamer, et ils ne sont pas outillés pour être en mesure de réclamer vis-à-vis des exploitants, ça arrange les pays riches, et c'est pour ça que justement, il n'y a aucun empressement à ce que cette question soit réglementée. Notons que la première journée avec l'ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères à la tête de l'OMC a coïncidé avec une réunion de son organe décisionnel suprême, le Conseil général. Une occasion qui a permis à la directrice générale de l'OMC de pouvoir aborder les sujets tels que les règles commerciales sur la distribution du vaccin Covid-19 avec les 164 États membres. Le gouvernement kényan souhaite élargir son programme d'assurance agricole à 4 nouveaux comtés. Cette extension entre dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'État lancée depuis 2017. Objectif, développer les différentes filières de l'agriculture et renforcer sa résilience face aux bouleversements climatiques. Lorita Simbo. Au Kenya, le nombre de comtés bénéficiant de l'initiative d'assurance agricole du gouvernement passera prochainement de 33 à 37. L'exécutif vient en effet de lancer un appel d'offres courant jusqu'au 16 mars pour les entreprises afin de développer des produits d'assurance récolte qui seront distribués à un prix subventionné auprès des producteurs des 4 nouvelles régions. Le programme d'assurance agricole au Kenya aura pour principal avantage de rendre l'agriculture kenyane plus résiliente au changement climatique. Savez-vous que pendant la saison sèche, lorsque vous vous retrouvez en train de cultiver par exemple des fruits de contre-saison, si vous n'avez pas l'eau dans les parages, tout ce que vous avez mis en terre disparaît. Vous avez fait un investissement à fond perdu. Vous n'allez rien recouvrer, ni en termes d'argent, ni en termes du matériel végétal mis au sol. L'assurance agricole pourra donc permettre aux agriculteurs de se couvrir du niveau de risque auquel ces changements climatiques les exposent. Cette démarche des autorités fait partie du programme cadre du Kenya pour une agriculture intelligente face au climat, adopté en 2017 dans le but de promouvoir notamment une agriculture résiliente face au changement climatique. Le gouvernement kenyan a créé, un peu comme c'est le cas au Cameroun, l'Office national des changements climatiques. Donc, cette institution aura pour rôle de mener des études assez sérieuses, à côté déjà de la météo, parce que la météo le fait, mais ce n'est pas à fil continu, ce n'est pas au fil de l'eau que ce travail est fait. Voilà la première mesure que le gouvernement kenyan pourrait entreprendre, c'est-à-dire mettre sur pied un Office national des changements climatiques et lui mettre donc à disposition des moyens conséquents pour qu'il puisse faire son travail, allant dans le sens de suivre au fil de l'eau les changements climatiques qui peuvent affecter l'activité des entrepreneurs agricoles. Notons qu'au Kenya, le secteur de l'élevage sera plus exposé aux effets du changement climatique dans les prochaines années, dans la mesure où 60% des troupeaux de bétail se trouvent dans les zones des terres arides et semi-arides. Le secteur agricole compte pour le tiers du produit intérieur brut et fournit des emplois à près de 70% de la population. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.